Bienvenue dans ce 7-8 spécial Journée internationale des droits de la femme, puisque nous sommes le 8 mars. Bienvenue, Moustapha Larbaoui. Vous êêtre le président de Pharma Citoyen, les fondateurs de Pharma Citoyen. On va dire un mot rapidement. Pharma Citoyen, la citoyenneté, les femmes. Alors avant de dire un mot, d'abord merci Patrice pour cette idée de réunir... on va réunir 5 femmes exceptionnelles. Femmes, vous allez voir des destins absolument extraordinaires. Je trouve aussi. Et donc merci pour cette initiative et cette invitation. Pharma Citoyen créé en 2007, on pourrait dire Pharma Citoyen, Pharma Citoyenne. Simplement, bon, le titre, je l'ai trouvé parce que je suis pharmacien et citoyen. Voilà. Donc en fait, l'idée de Pharma Citoyen, c'est de travailler sur les quartiers dits sensibles, avec plusieurs appellations différentes en fonction des gouvernants. Mais l'idée, c'est de promouvoir la citoyenneté, l'expliquer, même aller au contact des jeunes pour vulgariser ce mot dont tout le monde parle et finalement, souvent, la définition est un peu compliquée, donc avec des idées simples. Et donc, quand on parle de Pharma Citoyen, ce sont des sorties avec des enfants, qui sont des enfants de CN2, et on fait donc le programme d'histoire, on va dire, illustré par des visites mémorielles ou des sites qui sont des sites, on va dire, à caractère et à valeur symbolique importante. Absolument. Alors, la citoyenneté, c'est une notion qu'on aborde souvent, et presque chaque année, puisqu'il y a eu... Covid oblige des interruptions, mais c'est la deuxième année que Pharma Citoyen se propose de célébrer cette journée, en tout cas, en parler. De parler de ce qui se passe le 8 mars, de parler des femmes. Alors on va vous présenter nos invités dans quelques instants, mais tout de suite les infos du jour. Une plainte d'Anticorps 78 visant Sidi El Amer. L'association anticorruption reproche à l'ancien maire par intérim de Mantes-la-Jolie un conflit d'intérêts dans le prolongement d'une convention d'occupation d'un local municipal à titre gratuit d'une association, l'IFEP, alors que l'échéance n'était pas encore arrivée et que Sidi El Amer est le directeur général de cette association. Un second document concerne le bail professionnel au bénéfice d'une entreprise dirigée par son frère. Les plaintes n'ont pour le moment pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire. Un coup de projecteur sur leur carrière à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs personnalités masculines du monde de la technologie donnent le temps d'une journée leur compte à une femme. Certains Yvelinois y participent. La raison, les femmes sont 5 fois moins nombreuses dans ce secteur et moins visibles sur la plateforme que leurs homologues masculins. C'est une maladie qui touche une femme sur 10, l'endométriose. Elle est devenue sujet d'une stratégie nationale en janvier 2022 avec la création par l'Agence régionale de santé Île-de-France de 4 filières. Dans les Yvelines, elle est pilotée par les centres hospitaliers de Versailles et de Poissy-Saint-Germain. La filière se nomme Voyelle et a été officiellement lancée hier, mardi 7 mars. La filière Voyelle couvre le 78 et le 95 Ouest et donc a pour mission de permettre à toutes les femmes qui présentent de l'endométriose d'avoir un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée, graduée en fonction de sa situation, à partir du médecin généraliste, de la sage-femme libérale, du gynécologue de ville, mais aussi d'autres professionnels qui vont pouvoir les aider, les soulager, que peuvent être des kinés, des ostéopathes, etc. La consultation gynécologique peut permettre d'évoquer le diagnostic. C'est ce qui a été notifié par la Haute Autorité de Santé en 2017 dans les recommandations, qu'il fallait avoir un interrogatoire assez standardisé et aussi, dans la mesure du possible, un examen gynécologique, un examen pelvien qui permet de détecter des signes. La mobilisation contre la réforme des retraites continue. Ce mercredi 8 mars notamment, les transports étaient à nouveau perturbés. Une 3e journée de grève d'affilée se profile jeudi 9 mars et l'intersyndicale a annoncé 2 nouvelles journées, le samedi 11 mars et le 14 ou le 15 mars. Alors, il y a 5 invités. Absolument. On va commencer par les 3 premières. Brigitte Chalandard, bonjour. Béatrice, enchantée. Béatrice Chalandard. Alors, vous êtes
vous êtes aussi impliqué dans Pharma Citoyen? Oui, absolument. Mustapha a eu la gentillesse de m'inviter à faire partie de son association. Donc, en tant que bénévole, de manière, on va dire, assez légère, mais surtout, j'ai ma fille, la cadette, qui bénéficie du programme de CM2 avec les sorties, qui revient enchantée, épanouie de toutes ces découvertes. Donc, voilà, je ne remercierai jamais assez Mustapha pour ces expériences inoubliables. C'est important aussi que les filles soient impliquées dans ce genre d'initiative. Hein. Absolument. Hein. On est essentiellement sur des clubs de foot avec une grande partie de garçons. Et sur Trappes, c'est grâce à l'intermédiaire de l'OMS, avec un groupe essentiellement constitué de filles. De femmes et de mamans. Alors, on va présenter Aïcha. Alors, donc Aïcha, qui est donc fondatrice Alors, c'est le monde de l'entreprise, parce que alors, vous hein. devez raconter votre parcours qui est absolument exceptionnel. Alors, vous avez une entreprise qui s'appelle Ima Oil, c'est ça? Imia Oil. Imia Oil. Oui, c'est ça. Imia, c'est... Alors, Imia, vous avez, dans Imia, vous avez Imé, vous avez Ima, qui veut dire maman, en berbère. D'accord. Voilà. Et c'est une entreprise de cosmétiques, on peut Exactement. dire ça. Enfin, si on peut C'est ça. aller rapidement. Vous allez raconter comment vous avez... Parce que vous avez mêlé aussi votre enfance, vos racines et le monde de l'entreprise. Hein. Absolument. Et puis, Anissa Tamini Descartes, pardon. Alors, vous êtes dans le monde de la culture. Tout à fait. Vous promouvez la culture dans votre ville, ou si vous voulez dire la ville, vous le dites. Oui, si vous je travaille pour la ville de Buc. Voilà. Avec un festival absolument exceptionnel dont on a parlé ici. Festival de la BD. De la BD. Vous avez écrit aussi. Oui, j'ai édité pas mal d'ouvrages sur le patrimoine de la ville. Et évidemment, en quoi la culture, c'est important? Vous savez, la culture, en fait, c'est ce qui relie tout le monde, hein, parce qu'on a des parcours différents, on a des vécus différents. Et donc, la culture, c'est ce qui nous permet d'échanger, c'est ce qui permet le lien. Et c'est quelque chose qui fédère. Et donc, c'est vrai que c'est pour moi quelque chose qui me fait vibrer, puisque mon travail me permet justement de mettre en lien les uns avec les autres et de pouvoir comprendre que chaque vie est unique et que du coup, le plus beau dans cette vie, c'est de pouvoir partager sa vie avec les autres et de pouvoir, il y a autant de vérité que d'êtres humains, et donc de pouvoir échanger et de pouvoir se rencontrer. Voilà, la rencontre. Alors là, il y a le monde de la citoyenneté, le monde de la culture, le monde de l'entreprise. Tout à l'heure, on aura deux autres invités qui s'épanouissent dans un monde peut-être où on parle un peu moins des femmes, c'est le monde du foot. Hein? Alors, on en parle de plus en plus. De plus en plus, heureusement. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? On en reparlera tout à l'heure. Alors, justement, est-ce que vous avez rencontré ou des difficultés, ou est-ce qu'au contraire, ça vous a facilité votre évolution d'être des femmes? Facilité, je sais pas. Dans l'entreprise d'Ala. Alors, pour ma part, facilité, je sais pas. En tout cas, j'ai pas spécialement rencontré des difficultés. En tant qu'entrepreneuse, pour moi, ça a été simplement un parcours entrepreneurial qui est fait d'embûches, de plein de choses. Mais je pense que n'importe quel entrepreneur, qu'on soit femme ou homme, je pense qu'on a tous rencontré les mêmes problématiques. En tout cas, moi, je vois pas ça comme des obstacles. Je vois ça comme je vois ça comme plutôt des challenges à relever et voilà. Donc je les relève et j'avance. Voilà, tout simplement. Mais en disant challenge, donc ça reste un défi en plus, ou c'est un défi uniquement entrepreneurial? Oui, c'est un défi entrepreneurial, tout simplement, parce que voilà, quand on a un mec, vous auriez les mêmes problèmes. Exactement, on aurait les mêmes problèmes. Voilà. Donc je dirais pas, j'ai pas vraiment rencontré des problèmes. Voilà, ce point de vue, au contraire. Alors, racontez-nous un peu quand même votre vie. Vous êtes né à Tiznit, c'est ça? Je suis née à côté de Tiznit. Vous êtes bien au Maroc. Ouais. Donc, je suis venue assez tôt quand même en France. J'avais 6 ans. Vous êtes resté jusqu'à quoi, l'âge de 7-8 ans? Oui, 6 ans. Voilà. 6-7 ans. Et donc, moi, je suis grandie dans un environnement familial où les femmes avaient quand même de l'importance. C'était tout tourné autour de la femme. Donc, moi, j'ai pas vraiment vécu la femme inférieure, ou au contraire, la femme a beaucoup de valeur dans la famille et c'est elle qui décide, en fait. Ah oui. Même si ça se dit pas, ou
Je sais pas, on Non, n'a pas besoin de le s'agit dire en d'être- fait. C'est Oui, voilà, c'est comme ça. non, c'est hein. comme ça. C'est le respect entre. Voilà, il n'y a pas eu de. Et surtout, moi, j'ai été élevée dans une culture où mes parents n'ont jamais fait de différence entre moi et mes frères. On nous a élevés de la même manière. On nous a jamais dit, vous, filles, vous n'êtes voilà, pas capable toute de une faire fille, ça. voilà, d'accord. Moi, je viens d'une famille, enfin, mon père est entrepreneur et il nous a toujours élevés en sorte qu'on soit indépendant et nous faire comprendre qu'il n'y a pas de barrière, que tout est faisable et que, voilà, que tu sois. J'ai jamais eu ressenti, en fait, cette différence entre moi et mon frère, par exemple. On nous a D'accord. élevés de la même manière, il nous a fait travailler de la même manière. Il ne m'a pas fait plus de cadeaux que mon frère. Donc, Oui, ça, il ne vous a pas couvé parce que vous étiez Voilà. une petite fille. Et quand vous arrivez en France, donc vous avez 6-7 ans, c'est ça. là, ça se passe comment? C'est parce que vous dites, voilà, les femmes ont une grande importance, je pense, là où vous êtes né, au Maroc. Est-ce que c'est la même chose quand on arrive dans un pays qu'il faut découvrir? Oui, alors c'est un peu plus différent. J'avais 6-7 ans, je suis arrivée en France, j'étais dans une école où j'étais minoritaire, du coup, et là, forcément, on me voyait comme une étrangère, donc c'était assez, Oui, alors, il y a les difficile. il y a les deux phénomènes, c'est-à-dire que vous êtes une fille et vous êtes du Maroc. Je suis une arabe, surtout, je suis Une une arabe, étrangère. ouais. Est-ce que ça pesait plus que le fait d'être une femme dans votre Oui, ça pesait rapport plus. aux autres, oui. Ouais. Je l'ai plus ressenti à l'école quand j'étais petite. On a subi un petit peu de petits, on va dire, des petits mots un peu méchants à l'arabe. Enfin, à cette époque-là, c'est dans les années 80. Je trouve que c'était très, enfin. En tant qu'enfant, c'était un peu plus difficile, mais bon, ça m'a pas pour autant bloqué, quoi. Clairement. Donc, Donc ça voudrait dire que finalement, l'entrepreneuriat, finalement, la démarche, elle n'est pas genrée, mais par contre, elle peut être raciale. Les difficultés, plus que genrée, parce qu'on pensait à la difficulté de la place de la femme dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat. Et vous, c'est quelque chose que vous évacuez en tant que femme, mais par contre, il y a cette notion d'étrangère ou de minorité, parce que c'est une minorité. oui, mais on le voit, enfin, on fait semblant de ne pas le voir. C'est pas quelque chose qui nous, ça reste quand même très minoritaire, voilà. Et pourtant, parce qu'on parle des femmes, mais le mot de maman revient souvent, puisque on a une maman accompagnatrice, on a une maman qui vient avec sa fille à Pharmacitoyen. Au passage, très modestement, on reviendra sur le parcours de Béatrice, mais très modestement, elle fait un travail exceptionnel autour des mamans, justement, on va y venir. Attrape. Ouais. Mais l'entreprise, c'est Maman Oil. Oui. L'huile de maman. L'huile de maman, qui est des femmes autour de ma famille qui m'ont inspirée, et notamment ma grand-mère, que j'ai vue fabriquer des huiles d'argan d'elle-même, etc. C'est pas Henna Oil, c'est Imma Oil. C'est Imma. C'est pour ça que je disais qu'il y avait aussi une tradition, parce que vous avez été élevé là-dedans. Alors, mais j'ai lu quand même une phrase où vous disiez je me sens comme une guerrière. Je sens en moi la force des femmes berbères. Alors en fait, ouais, c'est vrai alors je sais pas si c'est propre au fait qu'on est des berbères ou quoi, mais moi j'ai en moi cette force guerrière, effectivement, qu'il n'y a rien qui m'arrête. C'est pour ça que je vous dis que je vois rien comme obstacle, en fait. Quand je vois un problème, je pivote mon projet. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je tourne mon projet, je le pivote et je repars. Ou je recule voilà. J'essaie toujours de faire en sorte il n'y a rien qui puisse me dire. Arrêter. Voilà, exactement. Donc, c'est dans ce. Pivot. Exactement, sur pivot. Alors, vous Je me dis avez... jamais c'est impossible. Je me dis, il y a un problème, on va le solutionner et puis on va repartir. Vous disiez, votre père était entrepreneur, donc vous avez toujours eu l'idée de devenir chef d'entreprise, de fonder votre Oui, j'ai boîte. toujours eu. Pour moi, c'était pas une finalité, mais je voyais ça comme quelque chose de normal, en fait. Et j'ai un petit peu retardé. Moi, c'est après 20 ans d'expérience en officine seulement que j'ai décidé. Après, j'ai eu un parcours de maman aussi. J'ai des enfants. J'ai voulu quand même. Nous, les obstacles. En fait, je pense que les seuls obstacles, c'est nous-mêmes qui nous les mettons, en fait, parce qu'on veut sécuriser notre entreprise, on veut sécuriser notre famille. Surtout quand on est maman, je pense que c'est ça, en fait, qu'on peut différencier un homme d'une femme. C'est cette sécurité qu'on a, nous, les mamans, L'une et l'autre aussi, le fait, le problème des enfants, avec cette tradition un peu, qui est en train de changer quand même, c'est plutôt les femmes qui sont occupées, ça pose des problèmes dans l'exercice professionnel ou dans le...
Je ne dirais pas que ça pose des problèmes, mais c'est quand même nettement plus... ça nous tracasse plus. Les hommes se posent moins de questions, je pense, que nous. Ils ont leur carrière et ils tracent. Nous, on a toujours cette volonté de cumuler correctement notre carrière sans pénaliser notre famille. Et je pense que... Non, parce qu'on a inculqué aussi une sorte de culpabilité chez les femmes. En disant, comment hein non, ça, vous êtes d'accord avec ça, non? Je suis d'accord, c'est juste qu'effectivement, moi, je me pose pas le problème entre hommes et femmes. Je trouve que, voilà, que l'existence d'un homme et une femme, c'est tout à fait naturel et que nous devons... Enfin, de toute façon, ça a toujours été un combat. Quel est le rôle de l'homme, quel est le rôle de la femme? C'est une complémentarité, en fait. Le problème homme-femme, pour moi, se pose pas. Après, vous n'avez jamais senti dans pas votre, du tout, pas du tout. Dans votre métier? Pas du tout. Non, au contraire. Moi, je pense que... parce que vous avez des responsabilités oui, fortes. moi, je trouve qu'être une femme, ça donne des facilités, bien au contraire. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, c'est cette manière d'aborder les choses, peut-être cette vision différente. La femme donne la vie, donc elle voit les choses différemment. Je pense qu'on est structuré différemment. Un homme et une femme, on ne voit pas les choses de la même manière, mais ça reste complémentaire. Après, il ne faut pas... je pense que le problème de l'égalité homme-femme se pose sur le plan administratif, mais c'est vrai qu'on a tendance à dévier ce problème-là en disant l'égalité entre hommes et femmes. Enfin, moi, personnellement, je ne réclame pas l'égalité. Je ne suis pas l'égal de l'homme. On est complémentaires. On a chacun sa spécificité. Nous, on donne la vie. Donc, voilà, c'est différent. Et ce sont deux choses qui... Quand vous dites « je ne suis pas l'égal », vous voulez dire voilà, on n'est pas fait tout à fait pareil. C'est ça. Vous ne parlez pas évidemment du droit et vous ne parlez pas du droit, de l'économie. Enfin, c'est ça. Par contre, économiquement parlant, oui, on est égaux. À travail égal, salaire égal, voilà, conditions égales. En même temps, on a des rôles différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a le problème de la famille qui se pose, les enfants notamment. Nous, on donne la vie. Et c'est vrai qu'on a des préoccupations qui ne sont peut-être pas celles de l'homme qui aujourd'hui reste dans le schéma archaïque, ramener de l'argent, protéger. Et c'est vrai que du coup, les choses... Je veux dire, une femme va... va être beaucoup plus souple sur sa carrière parce que derrière, il y a ses enfants, elle a une vision différente de la chose. Mais voilà, moi, en tant que femme... On l'a inculqué peut-être. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le fait de parler de la différence homme-femme fait plus de dégâts que de bien. Parce qu'on est fait pour se rencontrer, on est fait pour être ensemble et on est fait pour donner la vie ensemble. La vie ne peut pas se donner une femme toute seule, un homme tout seul. La vie, elle est bien faite, la nature est très bien faite. Donc il faut la laisser faire son travail. Mais vous noterez qu'il y a aussi une évolution dans les mouvements féministes, hein, qui fait que parfois on sent un peu de guerre entre les sexes, parce que c'est vrai que il y a eu une domination masculine pendant des siècles et des siècles et que c'est normal qu'il y ait un contrepoids et voilà. Mais parfois ça va jusqu'à faire une hostilité entre les sexes. Et ça, vous dites, c'est pas le... C'est vrai qu'en France, jusqu'en 1944, la femme pouvait pas voter. Donc c'est vrai que c'est une injustice. Oui, c'est très tard. C'est une vraie injustice, mais qui se corrige au fil du temps. Mais en même temps, après, ça n'engage que moi. On voit bien qu'aujourd'hui aussi, on évolue vers des temps où on demande tellement de choses à la femme qu'à un moment donné, c'en est trop. C'est-à-dire, il faut être maman, il faut être compétente, il faut travailler, il faut, je veux dire... Parfois, il y a des femmes qui explosent au vol parce que, voilà, on a tellement envie d'être légal. Voilà, c'est... Si on arrive à trouver... la vie est un équilibre, la nature est un équilibre. Donc, même dans les rapports hommes et femmes, il faut trouver cet équilibre, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Hein. Et pourtant, Patrice le rappelait, il y a eu une domination importante des hommes pendant très longtemps. Aujourd'hui, on va vers un équilibre. On parle de la France au passage, mais la Journée internationale des droits des femmes va chercher la femme dans le monde entier. La place de la femme dans le monde qui n'est pas celle de la femme en France ou dans d'autres pays. Parce qu'il y a quand même des débats qui nous traversent, comme par exemple le féminisme, qui est un mouvement important et qui a un rôle important. Mais de la même façon, on voit émerger le masculinisme, c'est-à-dire qu'en gros, les féministes d'un côté, les masculinistes de l'autre, et on voit bien qu'il y a quand même un débat, voire
des hostilités. Qui risque d'avoir l'effet Vous inverse dire de ce ce que qu'on c'est les recherche. masculinistes. Les masculinistes, ce sont des gens qui... C'est les vieux. Les masculinistes, c'est Ceux qui justement... ne comprennent pas l'évolution des choses. Ceux qui sont effectivement hors du temps, mais qui existent, c'est ça que je veux dire. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même ce débat qui est sur la place publique, surtout aux États-Unis, parce que ça vient souvent de là-bas, de tout ce qui est un peu outrancier. Mais le masculinisme, c'est le masculin qui se revendique comme étant dominant, et il le revendique comme tel. Hein. Non, heureusement un peu moins. Je reviens à Amy Oil quand même, parce que pour justement, c'est à la fois pour raconter un peu votre histoire et puis voir comment ce parcours se fait. Quand vous créez votre entreprise, je crois que avec 8 000 €, c'est ça? Oui, avec 8 000 €, un capital de 8 000 €. Alors, j'ai fait appel à Initiative. En plus de 8 000 €, j'ai quand même eu un prêt d'honneur par Initiative 95 qui est à 0%, et puis ma banque m'a complété derrière. Ça n'a pas été trop compliqué, ça, non? Vraiment, non. Elle est formidable. Elle est géniale. Voilà, vraiment, Elle est géniale. Je sais pas si vous avez la bonne... On a compris qu'elle pilotait. Et elle avance. Ouais, non, je vois pas. Vous allez Non, nous j'ai voir plus souvent, défendu. dès qu'on a un petit coup de moins. Non, j'ai défendu mon projet. J'ai eu un super jury qui a cru en mon projet et qui a accepté mon prix d'honneur. Et tout de suite après, au contraire, quand je dis que c'est nous qui nous mettons des barrières du fait qu'on est très sécurité, etc. Je me rappelle de ma banque qui m'avait dit, mais allez-y, j'avais vraiment fait, j'arrivais pas à voir en fait, à me voir dans 2 ans. Quand vous savez, quand on vous demande de préparer des business plans et qu'on vous dit qu'est-ce que vous allez devenir dans 3 ans, je sais pas en fait, je sais pas. Je sais même pas demain déjà si je sais où je vais, voilà. Et puis voilà, on voyait mon projet comme quelque chose d'extraordinaire et ma banque me disait, mais on vous suit, allez-y, prenez plus, on vous suit. Je dis non, moi si je rembourse pas, si j'arrive pas à rembourser, je sais pas. Au contraire, c'est pour vous dire que c'est nous qui nous mettons des obstacles. Oui. Maintenant, avec l'expérience, évidemment, j'aurais pris plus, mais non. Oui, mais non. Non, je disais au passage, elles nous font la gentillesse d'être là, j'en profite quand même pour faire un peu de promotion, puisque votre marque est en pharmacie. Notre marque est en pharmacie, oui. Parce que vous avez commencé le développement. Racontez-nous ce que c'est Amy Oil, alors, quels sont les produits Alors, le premier objectif, moi, alors après 20 ans d'expertise dans le milieu pharmaceutique, j'étais responsable des achats et je faisais rentrer des laboratoires, je signais des marchés, etc. Et j'ai fait un constat alarmant qui m'a beaucoup touchée, c'est que quand on voit des produits venant de l'Afrique, du Maroc, entre autres, comme je parle de l'huile d'argan, mais je peux aussi parler de la karité et d'autres produits africains, j'ai senti comme... on a au Maroc le monopole mondial de l'argan. Il ne pousse nulle part ailleurs dans le monde qu'aux une seule région. Et la région justement où je suis née. Donc c'est vraiment un véritable produit rare. C'est un trésor ce produit. Et pourtant on le voit dans des petits flacons de bas de gamme. On me le présente avec des tarifs très très compétitifs, très bas de prix. Et je me suis demandé pourquoi. Et les gens n'en réclamaient pas parce que voilà, on se disait l'huile d'argan c'est pas forcément, c'est pas qualitatif. Et donc à force de me questionner, je me suis rendu compte que les grands industriels avaient fait perdre la dorure de cette fameuse huile d'argan que ma grand-mère fabriquait d'elle-même. Donc, en faisant un petit peu mon étude du marché, je me suis rendu compte qu'elles allaient acheter des amendements de mauvaise qualité, qu'elles dénaturaient, qu'elles transformaient. Et en faisant ça, on retirait tous ces bienfaits. Et donc, ils allaient tous favoriser ils utilisent des procédés de vaporisation qui vont aller donner plus de quantité qu'à la qualité. D'accord. Et j'ai voulu lui revenir à la vérité de ce produit. Et vous avez créé des coopératives d'ailleurs de femmes au Maroc, non? Oui, c'est ça, exactement. J'ai été chercher des coopératives dans le village de ma grand-mère. Et j'ai décidé de travailler avec ces femmes justement pour les aider, parce qu'il y a quand même un impact social derrière que je mets au cœur du processus de fabrication de notre marque. Donc ce sont des femmes, parce qu'on peut aussi se poser des questions. Pourquoi l'huile d'argan est connue? On en trouve partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, etc. Et pourtant, on a toujours ces femmes dans des villages marocains qui sont analphabètes, qui en vivent toujours pas, et qu'elles-mêmes, elles prennent pas ça comme quelque chose, comme un travail, et prennent ça comme étant
Ouais, une occupation, quoi. Voilà, c'est ça, une me semble, occupation, histoire de les faire sortir de chez elles, etc. Donc j'ai été un petit peu déjà les former, à leur expliquer que lui, il avait de la valeur et qu'il fallait aujourd'hui... On dit c'est gagnant-gagnant. Hein. C'est ça, exactement. C'est du gagnant-gagnant. Bravo. Hein. Non, c'est c'est de la création de valeur, et la création de valeur, effectivement. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui marche très bien, quoi. Oui. Hein? Ça se développe. Ça se développe bien. On est encore là, donc tout va bien. Et donc, dans le secteur, ça va probablement se développer. Oui. Ben, on est déjà dans quelques pharmacies dans le secteur. Là, je suis rentrée du Sud. On est implanté dans la plus grosse pharmacie d'Europe, qui est à Cap 3000, qui nous suivent depuis le début d'ailleurs. Et donc, on anime. On est sur Monaco aussi. On est vraiment un peu parti dans toutes les régions françaises. Voilà. Et donc, on est ravis. Et probablement sur le territoire bientôt. Ah oui, bien sûr. On va faire connaissance de votre marque. Anissa Tamini-Descartes, alors, vous, la culture, vous l'avez rencontrée comment? Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait du théâtre quand j'étais jeune. Et puis, il fallait faire des études. Donc, j'ai fait des études scientifiques. Ah, scientifiques? Oui, tout à fait. Donc, en biologie. Donc, j'ai travaillé dans la recherche fondamentale pendant plus de 10 ans. Et puis, mon amour pour la culture, il a été beaucoup plus fort. Donc, grâce à une rencontre fortuite, voilà, qui s'est faite comme ça, la vie est faite de rencontres, mais il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et donc, j'ai évolué dans ce domaine-là. Donc, je suis revenue un petit peu au domaine que j'aimais beaucoup, parce que je voulais être chanteuse lyrique quand j'étais petite, mais c'est un rêve que je n'ai pas réalisé. Et donc, voilà. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Et du coup, mon métier, en fait, n'est pas juste un métier d'organisation d'événements, pas du tout. Je pars du principe que mon métier est un métier de rencontre et en fait la culture n'est qu'un moyen. Et de création, c'est un métier de création aussi, absolument, parce qu'il faut imaginer, complètement. Il faut aussi amener les gens, c'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Maintenant, ça marche très bien, mais est-ce que tous les festivals que vous organisez, tout ça, mais il a fallu amener les gens, c'est pas évident. Hein. Si je prends par exemple le festival de la bande dessinée est un exemple très concret, puisque au départ c'était un festival de dédicaces. Et puis, je me suis rendu compte que la BD est un outil redoutable puisqu'il touche toutes les générations. Et donc, à travers ces outils, en fait, on a collecté des fonds, que ce soit au sein du privé ou des institutions. Et avec cet outil, on va aller, j'aime beaucoup ce mot, semer, parce que semer, c'est récolter. Et donc, on va aller vers des gens qui sont très éloignés de la culture, notamment les prisonniers, les enfants malades, les seniors, les EHPAD. Et donc, on a fait énormément de projets d'ordre pédagogique à visée sociale. Et la culture doit être un biais, justement, pour amener tout le monde à se rencontrer. Et d'intégration, voilà. Donc, la citoyenneté, et au passage, c'est ça. Et au passage, donc, il n'y a pas de hasard avec des rendez-vous. On a eu rendez-vous ensemble, puisque... merci, en tous les cas, c'est réciproque. Mais c'est surtout les invitations au théâtre, à la culture, proposées à nos enfants, nos enfants. Et donc, j'en profite publiquement pour vous remercier pour cette initiative, parce que vous avez des initiatives dans d'autres domaines, mais également les enfants de ces fameuses cités dont on parle, des quartiers dont on parle, en tout cas dont Pharmacitoyen s'occupe. Et donc on a eu le droit à des places de théâtre gratuites pour les enfants et les mamans, absolument, grâce à elle. Et grâce à la ville de Buc, parce que c'est un peu le combat aussi juste de la municipalité. Un mot, parce que vous avez écrit aussi. Comment ça s'est passé, ça en fait, c'était en partenariat avec le festival de Buc, non? Oui, le partenariat avec le festival de Buc et puis la ville de Buc, parce que quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que c'est une ville qui a une histoire très très riche. Et puis, moi, le patrimoine, ça a toujours été quelque chose qui m'a l'histoire, en fait, parce que l'histoire, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui fait, voilà, c'est ce qui nous relie, et c'est ce qui fait ce qu'on nous sommes aujourd'hui. C'est tout un parcours, tout un process. Et donc, en fait, parce qu'au fond, on n'est pas libre de tout. C'est notre histoire qui fait qu'on devient ce qu'on est. Et du coup, je me suis rendu compte qu'à Buc, il y avait une histoire extrêmement riche, mais qui n'était pas très connue.
On a un service des archives qui est extrêmement bien tenu, c'est un trésor. Donc voilà, j'ai commencé à fouiller et puis on est parti sur l'écriture de l'histoire aéronautique de la ville de Buc pour faire connaître l'histoire. C'est une manière aussi de faire travailler les enfants qui s'approprient leur territoire. Et puis de ce bouquin a découlé d'autres bouquins. On a raconté l'histoire parce que le patrimoine, pour moi, c'est pas que le patrimoine immatériel, mais c'est aussi les êtres humains. Donc on a écrit un bouquin sur les poilus, les 14-18. On a raconté l'histoire de Buc sous une forme BD. Enfin, on a écrit plusieurs ouvrages dans ce sens pour justement raconter l'histoire et faire en sorte que les gens puissent avoir cette connexion avec leur ville et avec le monde. Avec le monde. C'est bien, hein. C'est vraiment bien, ça. C'est d'autant bien, comme vous le dites, que d'autant mieux, même. le projet, ou d'autant mieux, d'autant bien, je ne sais pas d'où ça sort, mais bon, c'est ma première présentation d'émission, d'autant mieux, qu'il y a même un projet qui pourrait naître entre nous, entre pharmacitoyens, puisque la BD, vous maîtrisez, et la vulgarisation de la citoyenneté pourrait y passer par ce biais également. Donc un projet pourrait naître de parler de la citoyenneté très simplement par le biais de la BD aux enfants. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous, on s'est rendu compte, en tout cas, les ateliers, la manière dont on les mène, en fait, vous réunissez des gens qui sont très différents. Donc, ce qui va les relier, c'est la BD, mais d'abord, trouver la bonne personne qui va matcher avec le public visé, en fonction du public qu'on va viser. On ne va pas aborder la question de la même manière quand on a affaire à des seniors ou à des prisonniers qui vous disent moi la BD, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Enfin, je veux dire, je suis dans une situation difficile, qu'est-ce que vous venez me raconter avec votre BD ? Mais l'idée, c'est de dire, nous on part sur un projet, mais il n'y a aucune performance artistique, c'est pas ce qu'on recherche. Et l'idée, c'est d'amener les gens autour d'un projet. Eh bien, celui qui ne sait pas dessiner, d'abord, c'est raconter, c'est en fait mettre ses émotions, donner une forme aux émotions. Et puis, je ne sais pas dessiner, parce que c'est toujours la première chose qu'on nous dit. Il faut savoir raconter. On peut raconter quelque chose, on peut imaginer un scénario, on peut colorier. Et petit à petit, en fait, il y a quelque chose qui naît entre ces gens-là et qui fait qu'un projet va naître, qui est le leur et dont ils vont prendre la responsabilité et puis l'envie de le mener à bout. Et petit à petit, on se rend compte que les gens, en fait, réalisent qu'ils ont beaucoup de ressources. C'est parce qu'ils sont dans un moment, ce que j'appelle la parenthèse temps-espace, qui fait qu'on se relâche, on est bien, et puis on donne ce qu'on a de plus précieux. Et c'est là où on se rend compte, en fait, c'est notre but, c'est de se rendre compte à quel point chaque être humain a des ressources. Et qu'on est tous uniques, et on le sera jusqu'à la fin des temps. Et donc, cette forme unique fait qu'on est un maillon de la chaîne, voilà, et qu'on est important dans la société. Bravo, c'est bien. Je l'espère. Béatrice, qui a également un parcours... J'ai un petit doute sur le prénom à chaque fois. Béatrice, Béatrice, je crois qu'on... donc pareil, un parcours très intéressant, parce qu'on est dans la diversité des parcours, plutôt que de parler de théorie sur cette journée, on est vraiment sur les parcours, et c'est très intéressant comme ça. Et donc Béatrice, au-delà de son parcours professionnel et personnel, il y a ce parcours à Trappes. Alors, parcours personnel, donc j'ai grandi à Clermont-Ferrand jusqu'à l'âge de 21 ans. Personne n'est parfait, oui. Voilà. Et puis, après un séjour à l'étranger pendant mes études, je suis arrivée sur l'agglomération pour travailler. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'automobile, dans l'industrie automobile, en tant qu'assistante commerciale internationale et acheteuse internationale. Et puis, j'ai eu envie d'entrepreneuriat. Donc, voilà, donc ça fait une dizaine d'années que je suis formatrice à mon compte, en français langue étrangère, en anglais et en allemand. Donc, j'accompagne essentiellement des adultes qui souhaitent évoluer professionnellement. Donc, que ce soit pour, en français langue étrangère, ça peut être pour maîtriser mieux l'écrit et puis permettre d'atteindre des postes auxquels ils n'auraient pas pu prétendre. Voilà. Et puis de même pour l'anglais et l'allemand, permettre d'avoir des connaissances suffisantes pour atteindre un poste, maîtriser des situations. Voilà.
Et alors, en plus, comme disait Mustapha, il y a une application Une vraie contribution. dans l'associatif, si je peux dire, enfin, dans le domaine associatif et dans le domaine... vous impliquez dans le domaine de la citoyenneté, du coup, hein, on peut dire ça. Absolument. Oui, j'attache beaucoup d'importance à l'aspect citoyen, social. J'ai participé, j'ai été présidente du comité de quartier pendant des années. À Trappes, oui. Donc j'habite Trappes depuis 2003, hein, ça fait 20 ans maintenant. Donc pour moi, c'est vraiment un vrai choix. Je tiens à le dire, c'est un choix. C'est pas, je n'ai pas atterri là par hasard. Ça fait partie des valeurs auxquelles je tiens, que je voulais pour mes enfants aussi, grandir dans une ville multiculturelle, avec une ouverture d'esprit, et voilà. Donc ça, c'est important. Et puis participer, voilà, à la vie de la ville, la vie de citoyenne, les associations. Donc quand j'ai rencontré Mustapha et Pharma Citoyen, le projet m'a parlé. D'accord. Et un travail qui est fait auprès de mamans, essentiellement, parce qu'on a beaucoup de filles qui viennent de Trappes grâce au travail de Béatrice et des mamans qui l'entourent. D'ailleurs, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que dans les quartiers, vous parliez tout à l'heure, le quartier, la politique de la ville, le quartier, difficile. La place des femmes, des mères, des filles, elle est essentielle. Tout à fait. Elle est souvent peu valorisée, mais on n'en parle pas. C'est vrai. Et ça, vous le voyez, vous le vivez. Oui. Et donc, les contacts informels sont vraiment ultra importants pour permettre aux femmes de valoriser sans... Il n'y a pas besoin d'être connu, c'est juste valoriser l'importance de chacune via des contacts informels, que ce soit dans les centres sociaux, que ce soit au marché. Voilà, il y a beaucoup de contacts informels entre femmes et ça fait partie de la vie pour nous à notre niveau. Et quand on se bat comme vous, et qu'on prend de son temps pour les autres, est-ce qu'il y a, on ressent parfois des satisfactions fortes. Oui, bien sûr. Oui, après tout est question d'équilibre. Parfois peut-être un peu de désespoir, nous aussi, ou non, c'est plus des satisfactions, c'est plus positif. Oui, c'est plus des satisfactions. Parfois, il y a des moments où c'est un petit peu frustrant de se dire, on a passé du temps sur certaines choses, on aurait voulu que ça se passe différemment. Mais ça, c'est le lot de la vie, hein. Donc ça fait partie. Voilà, quand on donne du temps, on sait aussi qu'on prend des risques sur le temps qu'on consacre, et c'est jamais perdu c'est jamais totalement perdu. Non, c'est jamais perdu. Et vous diriez quoi, parce qu'on a entendu tout à l'heure ces notions de pivot, ces notions où on passe à côté d'un problème pour l'éviter finalement et continuer à avancer. Pareil, en tant que femme, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour l'entrepreneuriat ou au contraire Pour l'entrepreneuriat, pas directement. Je rejoins effectivement l'idée du fait qu'il ne faut pas qu'on se mette nous-mêmes nos barrières, parce qu'en fait, les barrières, on peut toujours les contourner ou les sauter, à condition d'avoir vraiment une volonté forte. Il y a souvent des solutions. Voilà, on ne peut pas dire toujours, mais il y a souvent des solutions. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, c'est pas ce qui va. C'est pas on pourrait, il faut malheureusement, parce qu'on pourrait continuer des heures, mais on la posera prochain. Voilà, parce il va falloir qu'on accueille deux autres invités qui sont Latifa El Kadaoui et Fatna Jdaïni, qui travaillent, alors on le disait, dans le monde du sport. Donc merci infiniment à toutes les trois. Continuez, parce que ce que vous faites est absolument formidable. On va peut-être évoquer un souvenir qui se passe en 2016. Vous parliez des voyages de Pharma Citoyen, et vous allez ce jour-là près de Bordeaux, au musée de la Sécurité sociale, je crois. Absolument. Absolument. Le musée de la Sécurité sociale, en un mot, c'est le monde sportif, et en même temps, vous allez voir, c'est aussi le monde de la générosité et de la solidarité. Je vous remercie encore. On regarde ce sujet, et puis on accueille nos deux prochaines invités. Merci. Si la plupart des enfants profitent encore de leur lit en vacances, ces 23 jeunes du club de foot de l'Étoile sportive de Trappes, eux, sont bien matinaux. Mardi 26 avril, ils s'apprêtent à embarquer pour 6 heures de bus, destination le musée national de la sécurité sociale. Le rapport entre la sécu et le football.
Il y a un mot simple. Ça s'appelle le collectif. 6h du matin, départ pour Lormont, à côté de Bordeaux. Un périple initié pour la première fois dans le cadre de l'association Pharma Citoyen, avec pour objectif transmettre aux jeunes les valeurs de la solidarité. Et s'il y a quelque chose qui symbolise bien le collectif national, c'est bien la sécurité sociale et je voulais qu'on leur rende hommage et que les enfants comprennent ce que c'est qu'un collectif dans le jeu, mais également un collectif au sein de la nation, au sein de la République. Près de 600 km plus tard, arrivé au château des Lauriers en Gironde pour le déjeuner. Résidence de la famille Gradis au XIXe siècle, le bâtiment héberge le musée national de l'assurance maladie depuis 27 ans et c'est la maîtresse de maison elle-même qui vient accueillir les visiteurs. On m'a dit que vous êtes venus de loin. Oui. Et ce pour vous instruire. J'en suis enchantée. Marins, poilus ou messagers du roi, Marie et Anthony font vivre ces personnages sous les yeux des enfants. Mais nous, on prend un plaisir énorme parce qu'il y a une valeur qui est magnifique, qui est promue dans cette visite, la solidarité. Un chirurgien et des médicaments. Dans chaque mine du royaume, tous les mineurs pourront bénéficier d'un chirurgien et de médicaments. L'édit du roi Henri IV en 1604 qui actait pour la première fois un chirurgien pour les mineurs, ou encore la mise en place d'un régime de protection sociale pour les marins par Aliénor d'Aquitaine, une dizaine de scénettes imaginées depuis 2 ans pour apprendre aux jeunes les étapes importantes de la création de la sécurité sociale en 1945. Il faut pouvoir faire des bonds dans le temps et surtout se remettre dans des ambiances. C'est bien de parler d'une histoire, de se remettre dans un contexte historique, mais on a le matériel, on a des pièces de collection et dans cette pièce en particulier, c'est qu'on a du matériel d'origine qui a été utilisé à partir des années 50, entre les années 50 et 70, dans les centres de paiement de sécurité sociale. Monsieur, bonjour, comment allez-vous? Bien, vous êtes content de travailler ici? 2 heures de visite et c'est déjà l'heure de rentrer. Les jeunes trappistes font le point sur leurs connaissances. La sécurité sociale, c'est les personnes qui remboursent quand par exemple on va chez le médecin, les trucs, et si on doit payer 23 € et eux ils remboursent par exemple 15 €. C'est le roi qui a dit qu'ils allaient le mettre en place. Au début, ils guérissaient que les mineurs. Dès qu'on a des problèmes, au moins il y a des gens qui peuvent nous sauver. Bah oui, quand même au foot, faut pas jouer perso. Une devise a même été créée durant le voyage pour résumer simplement le principe. Alors, une pour tous. Tous pour rire. Une pour tous. Tous pour rire. Le collectif, c'est effectivement ne pas jouer seul, compter sur son voisin et faire en sorte que son voisin soit un allié également dans les difficultés de la vie. Et en fait, spontanément, ils m'ont dit quand est-ce qu'on repart, quand est-ce qu'on refait quelque chose. C'est avec des souvenirs plein la tête que les enfants retrouvent leurs parents, un peu à contre-cœur de voir leur périple se terminer. Face au succès de cette première initiative, le club de l'Étoile sportive de Trappes prévoit déjà d'autres destinations. Alors, ça vous rappelle des souvenirs, hein? On est revenu 7 ans en arrière, vous étiez encore jeune et beau. Et c'était les premiers voyages de Pharma Citoyen pour éduquer les enfants vers la citoyenneté. Ouais. Contribuer, en tous les cas, contribuer à faire passer des messages sur la citoyenneté essentiellement. Le message, cette année-là, c'était l'idée que dans le sport en général, ou dans le foot en particulier, parce que ce sont des footballeurs, on fait passer la balle. On donne la balle, on reçoit la balle. Et la Sécu, c'est le même principe. Un peu la même chose. On donne des cotisations et on reçoit des soins. Et donc le passage de témoins se fait comme ça et les messages simples sont là. En tout cas, merci pour ce souvenir. On va accueillir deux invités, mais tout de suite d'abord, le rappel des infos du jour. Une plainte d'Anticorps 78 visant Sidi Elhamer. L'association anticorruption reproche à l'ancien maire par intérim de Mantes-la-Jolie un conflit d'intérêts dans le prolongement d'une convention d'occupation d'un local municipal à titre gratuit d'une association, l'IFEP, alors que l'échéance n'était pas encore arrivée et que Sidi Elhamer est le directeur général de cette association. Un second document concerne le bail professionnel au bénéfice d'une entreprise dirigée par son frère. Les plaintes n'ont pour le moment pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire. Un coup de projecteur sur leur carrière à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs personnalités masculines du monde de la technologie donnent le temps d'une journée leur compte à une femme. Certains Yvelinois y participent. La raison, les femmes sont 5 fois moins nombreuses dans ce secteur et moins visibles sur la plateforme que leurs homologues masculins.
C'est une maladie qui touche une femme sur 10, l'endométriose. Elle est devenue sujet d'une stratégie nationale en janvier 2022 avec la création par l'Agence régionale de santé Île-de-France de 4 filières. Dans les Yvelines, elle est pilotée par les centres hospitaliers de Versailles et de Poissy-Saint-Germain. La filière se nomme Voyelle et a été officiellement lancée hier, mardi 7 mars. La filière Voyelle couvre le 78 et le 95 Ouest et donc a pour mission de permettre à toutes les femmes qui présentent de l'endométriose d'avoir un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée, graduée en fonction de sa situation, à partir du médecin généraliste, de la sage-femme libérale, du gynécologue de ville, mais aussi d'autres professionnels qui vont pouvoir les aider, les soulager, que peuvent être des kinés, des ostéopathes, etc. La consultation gynécologique peut permettre d'évoquer le diagnostic. C'est ce qui a été notifié par la Haute Autorité de Santé en 2017 dans les recommandations, qu'il fallait avoir un interrogatoire assez standardisé et aussi, dans la mesure du possible, un examen gynécologique, un examen pelvien qui permet de détecter des signes. La mobilisation contre la réforme des retraites continue. Ce mercredi 8 mars notamment, les transports étaient à nouveau perturbés. Une 3e journée de grève d'affilée se profile jeudi 9 mars et l'intersyndicale a annoncé 2 nouvelles journées, le samedi 11 mars et le 14 ou le 15 mars. Alors, on va accueillir Fatna Jaïdi. Bonjour. Bonjour. Toutes les deux, peut-être que je vais dire aussi que Latifa El-Kadaoui est avec nous, parce qu'au fond, vous vous appliquez toutes les deux dans un milieu qui est resté longtemps un milieu de mecs, hein, c'est le foot. C'est ça, c'est ça. Alors vous êtes délégué de match, c'est ça ? Moi, je suis déléguée de match au niveau national à la Fédération française de football. La Fédération française de football. Voilà. Et alors, c'est quoi une déléguée de match ? Alors, pour faire un peu plus rapide, on va dire, on fait tout ce qui est, on gère la mise en place d'un match en national. D'accord. Voilà. Tout ce qui est la mise en place. Tout ce qui est autour, tout ce qui se passe. Tout ce qui est autour, les tribunes. Oui, il y a l'arbitre dans le match et puis vous êtes l'arbitre autour du match. Voilà, c'est un peu, c'est ça. si on peut aller. Et il y a beaucoup de femmes dans votre. Il commence à y en avoir de plus en plus. C'est vrai que la fédération, justement, souhaite féminiser de plus en plus, excusez-moi. Donc, on va dire ce rôle-là, c'est vrai que la plupart du temps, c'est des messieurs. Et là, on commence justement les femmes commencent à être là. Les femmes commencent à franchir un petit peu cette barrière. Alors, on le voit avec le foot féminin, évidemment, hein, dans les footballeuses, mais c'est des entraîneuses aussi. Enfin, il y a des femmes entraîneurs. C'est mieux, femmes entraîneurs. Voilà. Enfin, les staffs et tout ça. Mais et un peu dans la fédération, mais je ne vais pas vous, comme vous êtes partie de la fédération, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de ce qui se passe. Touchy, hein. Oui. Il faut quand même de l'autorité. Beaucoup d'autorité. Il faut quand même une certaine autorité, un certain mental. Et est-ce qu'on vous a fait remarquer parfois que vous étiez une femme ou est-ce que non, finalement ça se passe bien Avant, oui. Ouais. C'est vrai que le fait de voir une femme, c'était assez, on va pas dire tabou, mais c'était surprenant. Là maintenant, c'est vrai que voilà, le fait de voir une femme, je pense que voilà, ça apporte une certaine douceur quand même sur le voilà, contexte. ça permet, ça huile un peu les rapports sociaux, parce que parfois il y a quand même des tensions fortes, hein, je suppose, des violences parfois aussi. Ça vous est arrivé ? Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que quand ça nous arrive, on essaie justement de faire en sorte, et je pense qu'une femme justement apporte ce petit côté-là, qui peut apporte cet apaisement, une certaine sérénité, on va dire.
Connaissant Fatma, j'aimerais qu'elle nous rappelle un peu son parcours quand même. Alors, peut-être. Il y a un parcours. Avec, donc après la présentation donc, de Latifa, parce que quand même, modestement, elle ne le dit pas, mais autant tout le monde sait ce qu'est un arbitre. L'arbitre, c'est le patron sur le terrain. Elle est la patronne en dehors du terrain. C'est quand même une patronne et elle a autorité, donc d'une certaine manière, elle le fait à sa façon. Mais son parcours, vous verrez. Oui, il faut qu'on nous raconte son parcours. Mais très intéressant. D'avoir quand même le sentiment de Latifa, justement. Alors, vous avez un métier qui est dans les ressources humaines, hein, c'est ça? Fait, oui. Et puis, en dehors de ça, voilà, vous vous occupez d'un club de foot. Alors, je suis secrétaire, effectivement, dans un club de foot, tout à fait. On peut dire lequel? Oui, club de foot de Guyancourt. D'accord. Oui, tout à fait. Ça fait depuis septembre. D'accord. Donc, je gère toute la partie secrétariat administratif. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à ça? Ma fille. Ah oui. Qui joue? Ma fille, l'année dernière, qui jouait dans les féminines. Ouais. Et du coup, j'ai connu le club de cette manière et on m'a proposé le poste de secrétaire auquel j'ai accepté de travailler parce que j'avais envie de voir un peu ce monde, au-delà des ressources humaines, de voir un peu le monde du foot dans sa globalité à l'intérieur. Et puis apporter aussi quelque chose de nouveau par rapport à mon expérience, on va dire, professionnelle. Et ça vous sert, oui, l'expérience professionnelle? Oui, bien sûr, oui, tout à fait, puisque dans les ressources humaines, il y a ce côté relationnel, ce côté un peu social, ce côté aider les autres, partager, apporter. Donc, je m'y retrouve effectivement. Oui, je m'y retrouve un peu. Et là, on pourrait dire au fond que oui, justement dans ces relations que vous apportez, le fait d'être une femme, ça facilite les choses aussi, ou comme dit. ou c'est indifférent, ou parfois on dit tiens, qu'est-ce qu'une femme fait ici? Alors, je ne l'ai pas entendu encore. Non, pas encore, vous ne l'avez pas entendu, mais est-ce que vous l'avez senti de temps en temps? Mais non, je ne l'ai pas encore entendu. Mais si, comme dit Fatna, la femme apporte quand même une certaine douceur. Après, peut-être que... une certaine autorité aussi. Une certaine autorité, bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr. Après, je pense que... Parce qu'on a le sourire comme Fatna, quand on dit les choses, il faut, à mon avis, il faut... que ça suive, hein. L'autorité peut passer par le sourire, voilà. Oui, c'est pas forcément des gens qui tapent sur la table. Taper sur la table, avec le sourire, on peut être aussi autoritaire. Et il faut parfois, dans le boulot que vous avez... Oui, tout à fait, que ce soit en RH, au foot, et puis n'importe où. Évidemment, oui, d'ailleurs, j'ai lu une statistique absolument incroyable, je crois qu'il y a 30% des RH qui sont en burn-out. Alors, j'en fais pas partie encore, mais... Non, c'est parce que ça veut dire que les responsabilités qu'on prend sur soi sont souvent énormes. Hein. Oui, parce qu'on a la responsabilité des salariés. Moi, je suis aussi responsable de paye. Voilà, et puis aussi la responsabilité un peu de la société, puisqu'il y a certains dossiers au niveau de la paye ou autres qui sont aussi à notre charge. Donc, on a une responsabilité plus. Donc, oui. Et puis, on gère de l'humain aussi. Absolument. Voilà. Et au club de Guyancourt, il y a des filles qui viennent vous voir en disant je joue pas, je suis remplaçante. Non, ou pas dans des mecs. Non, ils mêlent pas tout. Enfin, voilà, il y a le sportif, et puis il y a l'administratif. Oui, tout à fait. Donc on n'est pas. On vient pas me voir pour me dire, tu sais, j'ai pas joué ce week-end. Hein. non, pour ça, il y a les coachs, et puis il y a d'autres, il y a le président, le directeur technique. Là, il y a d'autres personnes qui sont habilitées. Oui, ça va. Il y a une bonne ambiance. Il y a des soucis de temps en temps? Non. Comme dans tous les clubs, il y en a. Oui, comme dans tous les clubs. Mais j'en profite pour remercier tous les bénévoles des clubs qui font un travail admirable, parce qu'en plus, Latifa prend une charge supplémentaire, parce qu'en venant dans le projet de Pharma Citoyen, on lui a attribué donc cette nouvelle charge de s'occuper du projet Pharma Citoyen dans le club de Guyancourt, comme il y en a dans tous les clubs des responsables. Et donc, Latifa fait un boulot formidable, justement, pour recruter, entre guillemets, faire en sorte qu'on puisse faire passer nos messages dans le club par le biais de Pharma Citoyen. Oui. Mais, et vous avez raison de dire... Je voudrais juste faire une remarque par rapport au plateau précédent. J'ai une impression comme ça. J'ai l'impression que le monde de l'entreprise est moins genré. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les femmes disent, nous, dans l'entreprise, on le sent pas et on avance. Par contre, dans le monde de l'associatif,
et dans le football amateur en particulier, je pense que la féminisation est une féminisation par le nombre, par le chiffre, et pas forcément par les postes que vous occupez. Ou les... Est-ce que je me trompe? Si, c'est vrai. C'est un peu vrai. Oui, un peu effectivement. Vrai. On n'est pas encore, c'est pas encore au goût du jour. C'est pas. Moi, pour moi, je trouve qu'on devrait plus laisser la responsabilité et la crédibilité, justement, aux femmes qui sont sur certains postes dans les clubs de foot. Moi, je parle de foot parce que j'y suis, mais il n'y a pas encore. C'est pas encore quelque chose qui est accepté à 100%. Absolument. Alors, d'ailleurs, justement, le parcours de Fatma est intéressant. Comment on arrive à ce que vous faites aujourd'hui? Elle part de trappe. Exactement, ça part de trappe. Cela fait à peu près, un peu plus de 12-15 ans. 12-15 ans à peu près. Donc le football a toujours été une passion pour moi. Vous avez joué? J'en ai joué en loisir. Ouais. Et j'en joue encore actuellement comme ça, justement. Pour vous amuser, ouais. Voilà. Et un fils qui joue merveilleusement bien au football, qui est à Auxerre. C'est ça. C'est vrai. Et j'ai ensuite été... après avoir joué, j'étais intéressée pour pouvoir coacher. Donc j'ai passé mes diplômes de coach. D'accord. Voilà, donc il y a tout un parcours justement, ce qui n'a pas été simple dans le temps, puisque encore là maintenant on le voit moins, mais dans le temps, on retourne 10 ans en arrière, c'est vrai que pour une femme, passer ses diplômes de coach, c'était très compliqué, très compliqué. Plus que pour un mec. Je confirme. Ouais. Exactement. Ouais. Se retrouver la seule femme autour avec 25 mecs pour passer son diplôme, c'est pas simple. Là, tu sens Et aujourd'hui, ça s'améliore un peu? Ça s'améliore. On sent justement que la place de la femme, elle a pris une certaine place, mais pas encore vraiment à 100%. Il faut savoir qu'en France, on est vraiment en retard. Comparé au Canada, aux États-Unis, en Suède, où le football féminin est avancé de 10 ans, facile. On voit qu'il y a une aspiration, parce que quand on regarde, par exemple, les retransmissions de matchs, on voit que ça tient un public incroyable. Exactement. Donc, c'est pas les joueurs qui sont en retard, c'est peut-être des institutions, c'est peut-être les états d'esprit. Ça avance. Voilà, c'est vrai, moi qui est dans le milieu déjà depuis longtemps, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité, avant que je monte en fédération, de pouvoir promouvoir le football féminin au niveau du département. Ouais. Je l'avais commencé sur Trappes. Oui. Ah oui. Je l'avais créé sur Trappes. On a explosé, ce qui s'est bien passé. Et ensuite, j'ai été au niveau départemental et ensuite au niveau Ligue de Paris régionale. C'est vrai que on a explosé, on a fait énormément de travail et tout. Avec la fédération, on avait mis en place plusieurs opérations. Mesdames franchissaient la barrière, où justement on voulait mettre en place la place de la femme au niveau du football. Et je trouve que depuis ces dernières années, ça s'est bien avancé. C'est une question que je pose aux deux, parce que vous connaissez bien le monde amateur et les clubs de foot amateurs. Mais mon sentiment, c'est qu'on a fait de la féminisation en gros, pour avoir plus de licences, plus que de donner de la place aux femmes, on va dire, dans les structures et les organisations. Est-ce que vous le sentez aussi comme ça? Parce que le nombre, il augmente d'année en année. Le nombre, donc le nombre de licences, donc on va dire quasiment le chiffre d'affaires. C'est même très sensible au niveau des demandes de subventions pour les uns et pour les autres. Mais est-ce qu'on est réellement dans le monde de la féminisation comme on l'entend dans les structures?
Dans le monde amateur, je peux pas dire parce que c'est vrai que maintenant que je suis plus dedans, je ne sais pas du tout. Mais dans le monde professionnel, c'est vrai que on en voit de plus en plus. Il y a une évolution, c'est vrai, certes, mais qui n'est pas encore justement, je trouve vraiment. Juste un mot, parce que c'est important, parce que c'est Pharma Citoyen et que vous avez un parcours, vous connaissez les clubs de foot. C'est important, les clubs de foot, la structure, l'éducation qu'on donne pour former des futurs citoyennes et des futurs citoyens, non ? Les valeurs. Oui, les valeurs, le respect. La discipline, le respect. Ouais. L'entraînement. Le boulot. C'est ça. C'est vrai, hein. Et vous en êtes l'exemple. Vous en êtes toutes les deux les exemples formidables. Moustapha, ce soir, qu'est-ce qui se passe ? Ce soir, en fait, on prolonge les débats puisque Pharma Citoyen organise sa soirée, donc Journée internationale des droits des femmes. Donc on prolonge le débat et puis ça sera aussi festif parce qu'il ne va pas rester que sur des discours. Voilà, donc une soirée et c'est à Elancourt. Elancourt. Merci beaucoup à toutes les deux, bravo. Merci mesdames. C'est vrai que c'était. Et merci à TV78 et à vous, Patrick. Oui, mais non, ce qui est formidable, c'est qu'on a eu des parcours formidables et puis des femmes qui sont bien dans leur peau et qui sont. Il ne faudrait pas donner le sentiment que les 5 qu'on a vues seraient les 5 exceptions. Elles sont exceptionnelles. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres femmes qui sont exceptionnelles, qu'on aurait pu inviter aussi. Exceptionnelles et représentatives. Absolument représentatives. Voilà. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Et puis on parlera des femmes un autre jour que le 8 mars, ça serait bien quand même. Ouais, qu'on abandonne cette journée finalement, absolument. Ça veut dire qu'on n'en a plus besoin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Moustapha. Merci Patrice.